L'invité du jour, Pierre Bismuth, directeur général et responsable des gestions chez Miriam. Bonjour Pierre. Bonjour Anna. Alors avec vous ce matin, on fait un bilan de l'année sur les marchés et un point sur les perspectives 2019. Alors 2018 aura été une année assez déroutante finalement, rythmée par les événements macroéconomiques et politiques. Et si vous le voulez bien, on commence avec le sujet le plus emblématique, qui est la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine d'une part, et entre les États-Unis et l'Europe d'autre part. Quelles ont été les conséquences sur les marchés de cette guerre commerciale? Alors très nettement, on a vu un accroissement de la volatilité sur les marchés. Donc on se souvient que 2017 avait été une année extrêmement calme, une année de hausse tranquille et durable tout au long de l'année, sans à-coups, avec une volatilité qui était véritablement faible, puisque en moyenne on était sous les 10%, ce qui est véritablement un environnement sans risque aucun. À partir du moment où M. Trump a décidé de mettre en place, en tout cas de menacer et de mettre en place des taxes, des tarifs douaniers, c'est vrai qu'on a vu un accroissement de la volatilité. On a eu également, le signal de départ, c'est plutôt, c'est vrai, les crypto-devises. Mais très vite, en fait, ces taxes douanières ont mis le feu aux poudres sur les marchés. Donc on a vu beaucoup de volatilité, beaucoup d'anxiété de la part des marchés, avec d'une part une croissance américaine très forte, puisque le but de Donald Trump c'était de rapatrier de la croissance aux États-Unis conformément à son programme America's First, et d'autre part en fait une crainte sur la croissance mondiale du fait d'un rééquilibrage en fait de la croissance américaine au détriment des pays émergents. Donc c'est vrai que ça a mis beaucoup d'anxiété, et on va voir que c'est sans doute pas fini. Et donc ça a eu beaucoup plus de volatilité, ça a provoqué beaucoup plus de volatilité sur l'ensemble des marchés, mais est-ce que ça a provoqué vraiment des cracks sur certains marchés? Alors pas forcément sur les marchés actions, mais sur les marchés de devises par exemple? Alors en tout cas sur les secteurs c'est très net, hein. On a vu le secteur auto, vous en avez parlé, le secteur automobile mondial a perdu 25% en drawdown, on est environ à 13%, mais c'est une moyenne bien sûr. On a des valeurs en Europe qui ont fortement dévissé, je pense à Valeo par exemple, ou Forestia. C'est vrai que le secteur a été très fortement pénalisé par ou des tarifs douaniers avérés ou des craintes sur les tarifs douaniers. On a vu que, en plus on a eu une norme Euro 6 qui est entrée en vigueur en septembre, donc beaucoup d'achats en avance jusqu'à cette date. Finalement il semblerait que le marché automobile européen se reprenne et même mondial se reprenne, mais c'est vrai qu'on a eu un énorme trou d'air en septembre-octobre du fait de l'entrée en vigueur de nouvelles normes. Donc ça c'est pour le secteur principal pénalisé. Sur les devises, on a vu que il y avait eu beaucoup de tremblements sur certaines devises, donc je pense à la Turquie, à la livre turque notamment, qui a dévissé de 50% sur une histoire assez simple de problèmes géopolitiques, mais d'une personne qu'il fallait simplement soit arrêter, soit dire qu'on réglait le problème. On a vu également le réal brésilien qui a fortement dévissé contre dollar. Donc c'est vrai que ça a mis énormément de stress sur les marchés financiers. Alors on poursuit avec les banques centrales qui ont opéré un tournant dans leur politique monétaire cette année, et on commence avec la Fed, la banque centrale américaine, qui a relevé déjà à 3 reprises ses taux cette année et qui le fera peut-être une 4e fois le 19 décembre à suivre. Qu'est-ce que ça a provoqué sur les marchés cette hausse des taux de la Fed? En fait c'est plus le retrait de liquidité, c'est plus le signal envoyé. Alors ce qu'on trouve bizarre chez Myria Asset Management, c'est que finalement une normalisation des taux aux États-Unis, c'est plutôt une excellente nouvelle. Ça veut dire que la Réserve fédérale américaine a totalement confiance dans l'économie américaine. On revient à un niveau proche de la neutralité, comme l'a dit le président de la Réserve fédérale récemment. Oui. Donc c'est vrai qu'on ne voit pas comment une normalisation finalement des taux d'intérêt pourrait créer une sorte de troubles sur les marchés financiers, d'autant plus qu'on se donne des marges de manœuvre. Si on pense que le cycle est en bout de course, on se donne des marges de manœuvre pour régler finalement les problèmes macroéconomiques
et redonner de l'air au marché une fois que la croissance se sera essoufflée. Donc c'est vrai que c'est un petit peu curieux. Sur les marchés européens, on a finalement la BCE qui a dit qu'on arrêtait l'assouplissement quantitatif, donc signe finalement que ça a plutôt pas mal marché puisque l'inflation est revenue dans la cible de la Banque centrale. Donc là encore, on voit difficilement pourquoi les marchés seraient aussi stressés, sans doute parce qu'on est tous drogués à cette liquidité et que finalement on s'est tellement habitué depuis 2008 à avoir finalement un put sur le marché financier, que ce soit du côté de Draghi, avant lui Bernanke, qu'on a effectivement un changement de paradigme sur les marchés, mais c'est tellement progressif qu'on a du mal à voir pourquoi ça provoquerait autant de difficultés. Sur les places européennes, vous pensez justement que l'arrêt du programme de rachat d'actifs de la BCE est maintenant bien intégré et qu'il n'y aura pas d'incidence? En tout cas, on la voit, en tout cas l'incidence, puisqu'on voit que les taux se sont mis à fortement baisser, exactement de la même manière que quand la Fed en 2014 avait commencé à retirer sa liquidité, c'est qu'on a finalement une fuite vers la qualité, vers les valeurs refuges et plutôt une baisse du marché action et une très forte hausse des taux cœur de la zone euro, en tout cas pardon, des obligations, donc les taux baissent et les obligations montent, donc un fort rebond des obligations cœur de la zone euro, donc manifestant cette fuite vers la qualité. Bon, on pense qu'une fois que ça sera mieux intégré par le marché, on devrait repartir vers plus de sérénité, notamment sur les actions. Et compte tenu des chiffres d'inflation et de croissance qui ont subi peut-être un trou d'air, mais qui devraient être quand même assez proches, voire supérieurs à la croissance potentielle des deux côtés de l'Atlantique, on devrait normalement voir des marchés actions qui se redressent à court terme. Et un mot sur l'aplatissement de la courbe des taux américains, conséquence directe justement de la hausse des taux directeurs de la Fed et qui inquiète beaucoup Wall Street. Voilà, alors ça c'est vraiment l'épée de Damoclès et ça sera, je pense, le fil rouge de l'année 2019, puisque une courbe des taux suffisamment pentue fait dire que, en tout cas c'est le signe que le marché est en redressement. Là, un aplatissement, il ne faut surtout pas que ça s'inverse. Alors on a vu que certains points de la courbe commençaient à s'inverser, je pense au 2,3 et au 3,5, donc pour l'instant c'est non significatif, mais c'est vrai que la pente de la courbe 2,10 va être à scruter vraiment tout au long de l'année. Si on a une inversion, ça veut dire que les marchés anticipent une récession et dans un phénomène un peu autoréalisateur, si les marchés commencent à anticiper une récession, alors là, ça sera vraiment le signal de retrait, en tout cas des actifs risqués. On n'en est pas là, on a pour l'instant une courbe qui est encore très légèrement pentue, aux alentours de 12 BP. C'est vrai que les déclarations de Donald Trump, se qualifiant lui-même de tarifman, nous ont pas forcément aidé cette semaine. Mais si on arrive finalement à garder un peu de pente dans cette courbe des taux, ça signifiera finalement que les investisseurs sont aussi confiants que la Réserve fédérale américaine sur la force de l'économie américaine et donc qu'on devrait encore une fois avoir une année 2019 au moins aux États-Unis plutôt constructive. Et on termine 2018 avec les élections italiennes et le dérapage budgétaire 2019 du gouvernement. Alors, est-ce qu'on peut dire que les marchés, finalement, ont joué le rôle de garde-fou, en tout cas mieux que Bruxelles, sur ce dérapage budgétaire italien? Non, en tout cas, je ne sais pas si c'est mieux que Bruxelles, mais très clairement, il y a une conjonction de facteurs qui ont véritablement pesé sur l'Italie. On a l'arrêt, bien sûr, de l'assouplissement quantitatif de la BCE, donc arrêt des achats structurels de dette italienne par les banques centrales européennes. On a finalement un revirement du gouvernement italien un peu inexplicable, si ce n'est électoraliste, pour viser les élections européennes de 2019 avec, en juin, on prévoit un déficit budgétaire de 0,8 et en octobre on annonce 2,4%, donc c'est vrai que c'est un peu déroutant. Et finalement une impossibilité pour le gouvernement italien de se financer correctement. Alors ils ont voulu passer par le peuple, c'est très
dans l'air du temps en fait de mettre le peuple à toutes les sauces. Et patatras, en fait, les obligations certes indexées sur l'inflation, donc plutôt techniques, n'ont pas pu être vendues. Donc finalement, une hausse des primes de risque sur l'Italie couplée à un arrêt de l'assouplissement quantitatif de la Banque centrale fait que tout le monde rentre dans les clous et on est beaucoup plus conciliant à l'égard de Bruxelles qu'on était. Alors on passe à 2019 et on commence justement avec le Brexit qui est de toute façon en cours actuellement puisque la classe politique britannique est en train de se disputer fortement au sujet de l'accord conclu entre l'Union européenne et le Royaume-Uni pour cette sortie donc, du Royaume-Uni de l'Union européenne. Est-ce que le pire est à venir sur les marchés concernant le Brexit? Alors je ne sais pas si le pire est à venir sur les marchés concernant le Brexit, mais en tout cas, on peut être sûr que ça va pas nous faciliter la vie, puisque tout le monde anticipe que le 11 décembre, le vote du Parlement devrait être négatif. Et alors après, ça devient extrêmement technique, puisque Theresa May peut demander un deuxième vote. Pour le moment, on anticipe que le deuxième vote devrait être positif sur une question très proche de la première, mais donc là, on rentre dans un jeu de politique intérieure qu'on maîtrise vraiment très très mal. Le pire étant que finalement, tout le monde dise non, que Theresa May perde le pouvoir et qu'on s'achemine le 29 mars sans accord du tout. Et donc dans un hard Brexit, donc sans accords commerciaux. Donc là, la Banque d'Angleterre a prévu qu'à ce moment-là, on pourrait avoir une chute de la croissance de l'ordre de un peu moins de 8%. C'est du jamais vu, même en 2008, on n'a pas connu ça. Donc là, effectivement, si on était dans ce processus Armageddon, là, on pourrait s'inquiéter vraisemblablement assez lourdement. Et ça va être comme ça jusqu'aux élections de mai 2019, puisque on pense donc chez Miriam que ces élections vont être un peu le défouloir comme d'habitude, mais là encore plus avec les populistes d'un côté et les progressistes. Donc c'est vrai que les Brexit plus élections européennes peuvent sur les marchés être le cocktail détonnant de ce début d'année. Alors dans ce contexte justement un peu chaotique, quelles sont vos recommandations d'investissement? Alors compte tenu donc des risques qu'il y a sur les obligations, puisqu'on a bien vu que le moindre dérapage budgétaire était payé cash, si vous me passez l'expression. On préfère effectivement les actifs risqués, donc toujours les actifs actions européenne, parce que compte tenu du surplace depuis 3 ans, c'est vrai qu'en termes de valorisation, on trouve que c'est extrêmement attractif. On est revenu à la moyenne des price earning ratio sur le stock 600, donc on a du mal à voir pourquoi ce désamour vis-à-vis des actions. On pense également que les actions américaines sont finalement, avec le trou d'air récent, devenues pas bon marché, mais plus abordable. Plus abordable, c'est exactement ça. Donc, parce qu'on a vu finalement 20% de retrait sur le Nasdaq, par exemple, mais il y a une augmentation des bénéfices de 25%, ce qui fait finalement que, en termes de valorisation, on devient plutôt attractif. Donc, toujours les valeurs dollars et américaines. Et on pense que, compte tenu de finalement la guerre commerciale qui tendrait à se radoucir, on pense que le retour sur les émergents pourrait se faire aussi bien sur la partie action que sur la partie dette, effectivement. Et au niveau des obligations? Alors au niveau des obligations, on a toujours une sensibilité extrêmement faible, notamment sur la zone euro. On pense que ce qu'on privilégie, c'est finalement les actifs de rendement, mais les vrais actifs de rendement, donc c'est pour ça obligations émergentes, obligations à haut rendement en dollars, et finalement assez faiblement exposées sur la zone euro. Merci beaucoup Pierre Bismuth, directeur général et responsable des gestions chez Miriam.